Histoire Géo Tableau te parle aujourd'hui de Chine et Japon, concurrence régionale, ambition mondiale. Voilà, alors c'est intitulé, c'est le troisième sujet possible de composition sur cette partie du programme qui est consacrée à l'Asie. Mais bon, il n'y a pas de croquis sur, sur la Chine ni sur le Japon. Je rappelle que le seul croquis obligatoire sur cette partie, c'est celui sur Mumbai. Voilà. Alors, ce cours, il est un peu construit sur le même modèle, souvenez-vous, que celui qui comparait les États-Unis et le Brésil. Donc on rappelle que sur le plan méthodologique, ce qu'il ne faut surtout pas faire dans une composition de ce type, c'est un grand 1 sur la Chine et puis un grand 2 sur le Japon. Puisque on est dans une logique comparative, donc ça suppose un aller-retour permanent entre les deux pays, et il faut articuler le plan autour de thèmes, et ça on va en reparler tout de suite. Alors, l'intitulé de ce sujet, il oblige à une problématique finalement assez générale autour des manifestations de la puissance de ces deux grands pays d'Asie. Et on va surtout souligner à travers le mot compétition ce que suggèrent les termes du sujet, là, les termes de concurrence, les termes d'ambition. Ça rejoint la notion de puissance qu'on a étudiée en histoire, et puis vous pourrez vous appuyer sur le cours d'histoire sur la Chine dans le monde. Donc clairement, la problématique, ça va être formulé comme ceci: comment se manifeste donc la compétition, c'est intéressant d'utiliser ce terme, je le répète. Donc comment se manifeste la compétition sino-japonaise? Voilà, ça c'est un mot que vous connaissez aussi sans doute. Sino, c'est tout ce qui a trait à la Chine, donc sino-japonaise. Un sinologue, c'est un spécialiste de la Chine. Donc comment se manifeste la compétition sino-japonaise à l'échelle de la région et du monde? Ça reprend les deux autres termes du sujet. Voilà, et puis on condense là celui de concurrence et d'ambition dans le mot de compétition. Bon, alors pour le plan, on va pas faire compliqué, on s'inspire directement du sujet, deux parties qui reprennent les intitulés, donc la concurrence, c'est le grand 1, voilà, et puis les ambitions à l'échelle planétaire, c'est le grand 2, donc un plan en échelle, pour la géographie c'est pas mal. On aurait pu opter pour un plan en 3 parties, avec une première partie plus générale qui présente l'évolution de la puissance de chacun des pays. Bon, ça oblige à quelques redites. Puis on n'oublie pas qu'un plan en deux parties, c'est parfaitement acceptable pour le bac. Voilà. Alors le grand 1 tout de suite, qu'on va intituler donc deux puissances concurrentes en Asie. Donc on reprend le terme de puissance volontairement, et on insiste donc sur leur concurrence. Donc deux puissances concurrentes en Asie. Voilà pour ce grand 1, et on va tout de suite souligner dans un grand 1 les évolutions au pluriel et les situations que l'on va qualifier tout de suite dans ce grand A de différentes entre donc la Chine et le Japon. Voilà, alors des évolutions, des situations différentes, parce que bon, d'abord on va noter quand même que la Chine est aujourd'hui donc la deuxième puissance économique mondiale, que le Japon est la troisième, que leur PIB cumulé, la Chine et le Japon, représentent tous les deux 70% du PIB total du continent asiatique. Voilà. Donc ça c'est quelques chiffres quand même pour justifier d'abord l'appellation de puissance, qui repose, on le dit donc avant tout sur leur économie, mais pour autant il ne faudrait pas considérer ces deux géants économiques comme un bloc homogène. Vous voyez ces quelques graphiques qui permettent d'en juger. D'abord à gauche, vous voyez l'évolution du PIB pour le Japon en bleu, pour la Chine en rouge, depuis les années 80 jusqu'aux années 2015. Bon, alors, c'est très clair, vous voyez ce PIB japonais qui décolle beaucoup plus tôt, dans les années 80, à un moment où celui de la Chine est encore bien stagnant. Ce PIB japonais en dents de scie, dans les années 90, 2000, tandis que le PIB chinois, à partir des années 90, augmente de manière considérable, avec des taux de croissance certaines années qui dépassent les 10%, cette fameuse croissance à deux chiffres. Maintenant, si on reporte ce revenu national par habitant, c'est donc l'objet du graphique de droite, eh bien on voit bien qu'il y a une différence très nette entre la Chine ici en rouge et puis le Japon, et cette différence tend peut-être légèrement à s'atténuer dans les années 2000, mais vous voyez qu'elle est encore très significative, et ça permet de juger du poids démographique de la Chine, 1,4 milliard d'habitants, et du fait que cette croissance qui a profité à une partie de la population chinoise ne bénéficie pas encore, et loin de là, à l'ensemble de cette population. Voilà, donc rapport
importés par habitant. Ceci explique cette très très grande différence. Alors, ces graphiques, c'est aussi l'occasion de rappeler, mais très brièvement, l'histoire économique du Japon qui débute dès le 19e siècle, avec l'ère Meiji, et puis comment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on va parler du miracle japonais, entre guillemets, puisque le Japon, fortement soutenu par les États-Unis, dans un contexte de guerre froide, on le rappelle, va connaître un décollage économique très important pendant la période dite des 30 Glorieuses, et qui se poursuit, on le voit ici sur ce graphique, dans les années 80, mais cette croissance, on le voit dans les années 90 ici, est freinée par différentes crises, et on dit du Japon, vous voyez, depuis ces années 90, bien que la croissance est un peu en berne et suscite quelques inquiétudes. Voilà, quant à la Chine, je vous renvoie essentiellement au cours d'histoire de cette année, qui évoque comment, après la disparition de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping va ouvrir dans les années 80 la Chine au monde, avec ses zones économiques spéciales, et comment très rapidement, donc par cette politique d'attraction de capitaux étrangers, la Chine va devenir l'atelier du monde. On l'évoquait, donc je passe très très rapidement sur ces aspects, et on va tout de suite évoquer donc dans le grand B comment ces deux économies, chinoise et japonaise, sont très interdépendantes de plus en plus, mais également concurrentes. Donc le grand B s'intitule tout simplement Entre interdépendance, voilà, entre interdépendance et concurrence, pour reprendre l'intitulé de ce sujet. Alors cette carte permet de juger comment les économies chinoises et japonaises sont toutes deux tournées vers l'Asie. Vous voyez comment les échanges avec la Chine à l'intérieur de la zone ASEAN sont très très importants, et puis souligner également l'importance, vous voyez ici, des échanges entre la Chine et le Japon. Ces échanges qui ne cessent d'augmenter. Alors il y a beaucoup d'exportations depuis le Japon à destination de la Chine de biens à forte valeur ajoutée, et puis en retour des importations depuis la Chine vers le Japon de textiles, d'électronique grand public, d'ailleurs bien souvent fabriqués par des entreprises japonaises qui sont installées en Chine. Ces échanges qui se multiplient au sein de la zone asiatique ont été évoqués d'ailleurs dans la partie précédente sur l'Asie du Sud et de l'Est, sont liés à cette division internationale du travail, qui fait que dès les années 70 et 80, le Japon a commencé à délocaliser vers d'autres pays d'Asie du Sud-Est, et puis à partir des années 80-90 vers la Chine certaines de ses usines. Et puis donc la Chine aujourd'hui également participe à cette division internationale du travail au sein de l'Asie. Il y a donc une très très forte croissance, je reviens sur ce commerce qu'on qualifie de bilatéral, entre donc la Chine et le Japon. Beaucoup d'IDE japonais, ces fameux investissements directs étrangers à destination de la Chine depuis le début des années 2000. Et puis de plus en plus, ce qu'on note aussi, on pourrait le souligner, c'est la concurrence technologique entre ces deux grandes puissances, puisque la Chine a rattrapé et rattrape de plus en plus son retard en matière de maîtrise technologique. Il y a d'ailleurs de plus en plus d'IDE, donc d'investissements directs étrangers, cette fois-ci depuis la Chine vers le Japon. Ça, c'est beaucoup plus récent. D'ailleurs, ces investissements chinois suscitent des méfiances de la part des Japonais. On parle dans la presse japonaise de l'invasion des capitaux chinois. Enfin, tout cela montre aussi la difficulté d'une collaboration dans la construction d'une véritable coopération régionale approfondie. Alors, c'est vrai qu'on peut noter d'ailleurs sur cette carte ce qu'on appelle l'ASEAN. Vous voyez, c'est la zone de tous ces pays là qui sont en orange. Et depuis quelques années maintenant, la Chine et le Japon sont associés à l'ASEAN en complément de la Corée du Sud qu'on voit ici. On parle là de l'ASEAN plus 3. Donc c'est une coopération approfondie, pour autant ils ne sont pas membres à part entière de cette organisation régionale. Le Japon d'ailleurs a souhaité ouvrir également l'ASEAN à d'autres pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, des pays démocratiques en clair, pour contrebalancer un peu le régime autoritaire de Pékin. On parle d'ailleurs dans ce cas-là de l'ASEAN plus 6, voilà. Mais tout ça montre en clair les difficultés de cette fameuse intégration régionale dont on parle souvent. Voilà. Et on va évoquer maintenant dans la troisième partie de ce grand 1 comment ces puissances sont rivales indépendamment de l'aspect purement économique. Donc des puissances rivales, tel est l'intitulé de ce grand C. Voilà. Alors,
Rival, d'abord en raison de ce qu'on appelle le poids de l'histoire. Le souvenir de l'occupation japonaise en Chine et des massacres de civils terribles qui s'y sont produits est encore très très présente. Il y a de nombreuses cicatrices qui ne sont pas refermées autour de cette Seconde Guerre mondiale, et les tensions ressurgissent régulièrement lors de commémorations de cette guerre au Japon, ou à propos d'ouvrages d'histoire, de manuels scolaires d'ailleurs, édités à l'attention des jeunes. Voilà, donc c'est sûr que ça pèse énormément, le poids de cette histoire pèse énormément dans les relations. Et puis il y a des désaccords plus concrets, mais qui cristallisent un petit peu toute cette rivalité. Voici le plus connu, c'est celui autour des îles dites Sankaku. Voici une carte pour mieux comprendre cette rivalité terrible qui oppose donc essentiellement la Chine et le Japon, mais également ici l'île de Taïwan, autour de ce tout petit îlot que vous voyez ici, que les Japonais appellent donc Sankaku Islands. Alors en soi, oui, c'est un rocher qui dépasse dans la mer, mais souvenez-vous du cours sur les espaces maritimes, espaces géostratégiques. Vous avez retenu bien sûr que il y a ce qu'on appelle la zone économique exclusive, les 200 000 marins au large d'une terre dont un pays a la souveraineté. Et donc vous voyez sur cette carte comment la possession de ce petit îlot permettrait à la Chine, ici en rouge, d'élargir sa zone économique exclusive. Comment en l'état ce petit îlot permet au Japon d'avoir une zone économique exclusive qui s'étend jusqu'ici, et puis Taïwan également qui est intéressé par cela, puisque vous voyez, sa zone exclusive s'étendrait considérablement. Donc forcément de nombreuses rivalités autour de cet îlot qui ont donné lieu à parfois quelques échanges sporadiques de tirs, des grandes manœuvres maritimes de la part de la Chine ou du Japon autour de cet îlot. Ça a été repris d'ailleurs très souvent par la presse internationale. Voici à titre d'exemple quelques caricatures qui montrent la cristallisation, la détention entre ces deux pays autour de ce petit caillou. Vous voyez celle-ci, d'un illustrateur suisse, avec les navires japonais, chinois, le petit îlot ici. Voyez celle-là, dans le même ordre d'idées, avec ces manœuvres militaires de la Chine d'un côté et du Japon de l'autre, autour donc de cet îlot de Sankaku, et remarquez sur l'une comme sur l'autre de cette caricature la présence de l'oncle Sam, donc la figure emblématique des États-Unis, et qui montre bien comment ce tout petit îlot cristallise des tensions internationales et inquiète particulièrement le grand partenaire américain. Voilà, donc c'est vraiment une illustration parfaite de ces désaccords. Le pouvoir autoritaire et aussi nationaliste chinois inquiète par ailleurs les Japonais, qui essayent de favoriser le resserrement de leur alliance avec les États-Unis, on en parlait à l'instant. Et puis de leur côté, les Chinois jouent sur le sentiment anti-japonais qui est bien enraciné en Chine, mais aussi dans certains pays voisins qui ont aussi été victimes de l'occupation japonaise pendant la guerre. Et le but, c'est d'affaiblir l'influence diplomatique japonaise. Donc voilà quelques éléments importants à noter autour de ces rivalités. Bien, alors on élargit le champ maintenant, on passe comme annoncé à cette deuxième partie qui envisage la question cette fois-ci à l'échelle planétaire, dans le grand 2, donc on va parler des ambitions mondiales de ces deux puissances, et dès le titre, nous allons qualifier ces ambitions mondiales donc de différentes. Voilà, donc ambitions mondiales différentes. Et parlons d'abord économie. Dans la première partie, on va évoquer comment donc l'économie japonaise essaie de faire face à la montée de l'économie chinoise. Voilà, donc l'économie japonaise face à la montée de l'économie chinoise. Voilà en quelque sorte le titre, excusez-moi pour l'écriture un petit peu désastreuse. Alors, en Chine, il y a donc une politique d'insertion à la mondialisation qui est basée sur la promotion des exportations, l'attraction des IDE, on l'a dit plus haut. La Chine adhère à l'OMC, on le rappelle ici, en 2001, l'Organisation mondiale du commerce que vous connaissez, et ça en a fait le principal pays atelier de la planète, la Chine, usine du monde, tout cela on connaît. La Chine devient en 2011 la première puissance industrielle au monde et le premier exportateur. Ces investissements à l'étranger montrent aussi de plus en plus cette insertion.
À titre d'exemple, on jette un œil très rapide là, sur ce tout petit graphique qui précise l'augmentation des investissements directs étrangers des Chinois en France depuis 2005 jusqu'en 2012. Alors, vous voyez comment ces investissements étaient quasiment inexistants en 2005 et comment, 7 ans plus tard, ils augmentaient, vous arrivez à lire peut-être plus 506% depuis 2007. Voilà, entre 2007 et 2012. Donc c'est un chiffre qui illustre bien comment la Chine prend de plus en plus sa place dans le monde en tant que puissance financière. Les investissements directs étrangers de la Chine, alors non plus par rapport à la France comme sur le graphique qu'on vient de voir, mais pour le monde entier, entre 2003 et 2011, c'est un autre chiffre qui peut être retenu, donc ces fameux IDE chinois, entre 2003 et 2011 vont passer de 3 milliards de dollars à 88 milliards de dollars. Voilà, un chiffre tout à fait parlant. Alors, ça n'empêche pas que le Japon reste néanmoins un des acteurs majeurs de la mondialisation. On évoquait l'essoufflement général de son économie depuis les années 1990. Néanmoins, ses banques restent très dynamiques, très présentes sur les marchés mondiaux. La bourse de Tokyo joue également un rôle majeur dans la finance mondiale aujourd'hui. Son stock d'IDE, nous en parlions un instant pour la Chine, eh bien celui du Japon reste 2 fois supérieur à celui de la Chine. Un petit chiffre facile à retenir. Donc au Japon, les IDE sont 2 fois supérieurs aux IDE chinois et surtout ces investissements japonais sont répartis de manière plus égale entre les principaux pôles de l'économie mondiale, alors que les IDE chinois sont pour l'essentiel aujourd'hui, presque aux 3/4, investis en Asie. Cela dit, ça montre, et ça nous renvoie à notre première partie, cette insertion très importante de la Chine dans l'économie asiatique. Bien, et puis il ne faut pas oublier non plus la récente stratégie de diversification de la Chine, de son implantation par exemple en Afrique. Ceci avait été évoqué dans le chapitre consacré à l'Afrique. Souvenez-vous, on avait parlé de Chine-Afrique, donc ça peut être un exemple qui peut être repris ici. Bien, on va voir maintenant dans le grand B que ces deux puissances ont un rayonnement. Donc on s'éloigne un petit peu ici de l'économie. On sait que la puissance ne repose pas seulement sur l'économie, ont un rayonnement que l'on va qualifier d'inégal. Au plan diplomatique, on peut considérer le Japon comme la Chine d'ailleurs, pendant longtemps, ce qu'on appelle dans ce langage diplomatique des nains diplomatiques. C'est une expression qui désigne donc le faible poids diplomatique d'un État dans le monde. Néanmoins, depuis 1971, on rappellera là aussi, je m'appuie sur le cours d'histoire, que la Chine communiste dispose du siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Japon, lui, ne dispose pas d'un siège permanent, et donc forcément ça lui donne moins de poids dans le monde, même s'il le réclame. Mais voilà, c'est la rançon de sa défaite lors de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, au plan militaire, la situation est bien différente d'un pays à l'autre. Vous voyez ce graphique, la Chine est la deuxième puissance militaire au monde par le budget militaire, mais notez au passage la très grande différence avec le premier leader mondial, les États-Unis. Et puis le Japon se situe bien derrière, avec 51 milliards de dollars investis dans ce budget militaire en 2010. Et puis on peut aussi préciser, puisque ce chiffre ne considère que le budget, mais que l'armée chinoise est la première armée au monde par le nombre de militaires. Voilà. Donc le Japon, lui, a une force militaire qui est très limitée, héritage de cette défaite de 1945. Il a renoncé à son droit de déclarer la guerre, il n'a pas de flotte militaire à proprement parler. Donc cette sécurité du Japon est assurée en grande partie par l'armée des États-Unis, et le Japon tente de contourner cette faiblesse en se mettant au service du développement essentiellement, et puis de la paix dans le monde, et puis de la paix en Asie aussi. Il finance de grandes institutions, beaucoup plus que certains autres pays développés. Par ailleurs, au plan culturel, les deux pays cherchent à étendre leur influence mondiale. Le Japon exporte son modèle culturel par le biais de ses grandes firmes transnationales. On connaît tous Sony, Nintendo. Et puis il y a également l'engouement pour la culture japonaise de masse, les mangas, les jeux vidéo, la gastronomie avec les sushis. C'est ce qu'on appelle parfois, par rapport à ce rayonnement culturel, le Cool Japan. Cool Japan, par cet aspect de ce qu'on a appelé à propos des États-Unis ce soft power. Et puis la Chine adopte aussi cette stratégie, elle essaye d'accroître son financement d'une banque asiatique pour le développement, elle s'appuie également sur un réseau d'instituts qui ont pour but de diffuser la langue et la culture chinoise dans le monde, ce qu'on appelle les instituts Confucius. Voilà, c'est aussi un bon exemple
de ce soft power chinois. Il ne faut pas oublier également à propos de la Chine que ce pays essaie de s'appuyer également sur sa très importante diaspora dans le monde. Ça avait été évoqué dans un cours sur la mondialisation, puisque ces millions de Chinois dispersés un peu beaucoup en Asie, mais également dans le monde entier, relaient l'influence de la Chine un petit peu partout. La Chine essaie de redorer son image qui est ternie par l'autoritarisme du régime et puis le sort réservé aux minorités, on pense en particulier aux populations tibétaines. Voilà, et puis on peut encore signaler dans ce rayonnement mondial qui est de plus en plus présent que ces deux États cherchent aussi à renforcer ce soft power par l'organisation de grands événements mondiaux. Alors citons par exemple les Jeux Olympiques, on se souvient des JO de Pékin qui ont eu lieu en 2008. Et puis, on peut citer également les JO qui, en 2020, auront lieu dans la capitale japonaise, à Tokyo. Voilà. Alors, pour autant et pour terminer, on va nuancer néanmoins ce rayonnement qu'on vient d'évoquer, où on va parler de ces deux puissances, malgré tout, vulnérables. Il s'agit d'évoquer en clair les limites puisque le Japon comme la Chine connaissent d'abord des fragilités économiques. Les deux pays, surtout le Japon, on l'a dit, enregistrent un ralentissement de leur croissance économique. C'est vrai également pour la Chine, où bien que les taux de croissance continuent d'être élevés, on est autour de 7%, il y a quelques inquiétudes qui se manifestent en particulier depuis la grande crise mondiale de 2008. Les deux pays sont par ailleurs très dépendants de l'étranger pour leur approvisionnement en ressources, en matières premières, hydrocarbures en particulier. On peut évoquer rapidement d'autres fragilités dans le domaine social et un problème commun à ces deux pays, c'est le vieillissement de la population. Même si le phénomène n'est pas au même stade d'avancement, ça ne fait que commencer en Chine, qui commence à ressentir ces effets de la politique de l'enfant unique, et puis c'est nettement plus marqué au Japon, où la part des plus de 65 ans s'élève, on en avait déjà parlé, à 23% de la population totale. Voilà, donc ce sont des phénomènes qui inquiètent, aussi bien au Japon et en Chine, sur la baisse de compétitivité à l'échelle mondiale. Et puis, on ne saurait être complet dans ces vulnérabilités si on n'évoquait pas les défis environnementaux. Là aussi, vous avez quantité d'exemples sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Bien évidemment, la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, qui a fortement remis en cause la politique globale énergétique centrée sur le nucléaire du Japon, et puis sur la Chine je passe rapidement, mais l'utilisation du charbon, la pollution atmosphérique dans les villes en particulier, qui est une source d'inquiétude majeure et peut-être de déstabilisation sociale. Vous avez quantité d'exemples à prendre pour évoquer cette vulnérabilité, ces enjeux environnementaux qui touchent de manière très très particulière ces deux pays qui sont la Chine et le Japon. Voilà, alors, que dire en conclusion de ce travail ? Eh bien, je commence, et c'est inhabituel, par un petit document. Une caricature, pour être plus précis, la Chine ici à gauche, le Japon à droite, il se serre la main. Donc il se serre la main, ce qui nous montre la coopération nécessaire. We need each other, nous avons besoin l'un de l'autre. Ce sont les deux économies qui se parlent, mais on observe quand même de la défiance dans le regard, dans ce petit sourire. Et puis, vous voyez également sur le dos de ces deux puissances économiques, comment les manifestations, les mécontentements sociaux pour des raisons diverses viennent quelque peu troubler cette alliance. Mais vous voyez que finalement, cette caricature, elle illustre ce couple entre l'inévitable compétition entre les deux pays, mais aussi la nécessaire collaboration. Et puis ça souligne donc les fragilités du modèle social. Donc il faudrait bien souligner ce paradoxe presque entre la compétition et la collaboration. Souligner aussi peut-être qu'il semble aujourd'hui quand même que la Chine ait pris un net avantage à l'échelle régionale comme mondiale. Pour autant, est-ce que ces tensions sino-japonaises vont s'apaiser ? Les deux pays ont un intérêt économique évident, bien sûr, mais leur histoire et puis le sentiment national très vif de chaque côté laisse perplexe sur une véritable coopération régionale entre ces deux grandes puissances. Parce que ouvrir ses frontières, échanger avec ses voisins et le monde, ce sont aujourd'hui les enjeux qui sont posés comme nécessaires et impératifs par l'idéologie de la mondialisation. Alors, est-ce que ces enjeux sauront agir comme des vecteurs de paix entre ces deux puissances qui sont acquises à ces principes,
mais qui ont cette rivalité séculaire? Ça, c'est sans doute plus l'historien de demain que le géographe d'aujourd'hui qui sera en mesure de le juger.